Body save me. Oh putain la vache, ce fil va se casser la gueule. Bonjour à toutes et à tous, ici Geek Historique et ça fait très longtemps que je vous ai pas proposé une gorgée de Volvic. Pour fêter le coup, champagne. D'abord la jambe gauche, toujours, chaussettes, chaussures, puis la jambe droite, et puis une gorgée de Volvic, toujours. Alors, ça se voit pas mais c'est la 4ème prise que je fais. Et boire 4 fois de Volvic, ça fait un peu bizarre. Donc pour marquer le coup, j'avais décidé de vous parler de quelque chose de positif, parce que les sujets que je vous prépare sont pas forcément très joyeux. Je me suis dit qu'on allait parler de choses un peu plus légères. On va faire un petit top, surtout qu'en ce moment en plus avec l'actualité, on parle pas forcément de choses qui sont très reluisantes et plutôt cool. Donc bah nous allons faire un petit top de mes modes préférés sur Hearts of Iron 4. Mais avant toute chose, c'est quoi Hearts of Iron 4? Hearts of Iron 4 c'est un jeu vidéo de grande stratégie, développé par Paradox Interactive. Et je lui ai déjà consacré une vidéo si ça vous intéresse, je la mets en description ou sur les fiches qui s'affichent ici. C'est le principe d'une fiche, c'est de s'afficher. Et tout simplement, bah, c'est un jeu qui se déroule durant et avant la Seconde Guerre mondiale, voilà tout simplement. Et vous pouvez, c'est un peu le principe du jeu, c'est modifier plein d'événements ou participer à plein d'événements durant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'une des grandes particularités de ce jeu, c'est qu'il est très facilement modable. Et c'est un truc qui m'a tiré énormément parce que du coup... avec les possibilités presque infinies que propose le moteur du jeu, qui est fini à la piste, dit en passant. Non, mais je balance ça, voilà, bref. Et ben, vous pouvez créer littéralement des univers via ce jeu. Et j'ai décidé de faire un petit top de mes univers préférés que j'ai pu faire sur le jeu. Alors, pour vraiment mettre les bases... Je vais donner les deux définitions. Vous avez le mode, donc ma définition du mode, et la définition du vanilla. Ça risque d'être important pour cette vidéo, donc je précise. Le vanilla, c'est le jeu de base, tel qu'il est, sans toucher ni quoi que ce soit, sans modification. Le mode, c'est des modifications via le code du jeu qui entraînent un nouveau gameplay, une nouvelle histoire. Et personnellement, moi j'ai fait mon petit top de mes modes préférés et qui concernaient des modifications via l'histoire. Donc en gros, dans ce monde-là, vous n'aurez pas par exemple, dans cette vidéo-là, pardon, vous n'aurez pas par exemple Player-led Peace Conference qui permet de diriger une conférence de paix. Parce que bah, pour moi, ça ne change, ça n'est pas une histoire à part entière. J'ai donc décidé de prendre des modes qui ont été développés par soit une petite team, soit un seul mec, pour des cas particuliers, et qui ont tout simplement voulu faire péter leur imagination. Pour tout simplement s'amuser, adapter fidèlement une œuvre qu'ils appréciaient, ou tout simplement inventer un univers. Et donc on va commencer, c'est un top 6 je précise, par Pax Britannica. Alors Pax Britannica c'est assez compliqué parce que vous ne pouvez plus jouer à ce mode aujourd'hui, mais du temps que je pouvais y jouer, moi je m'étais régalé. C'était un mode qui était disponible dans les versions 1.3.2 du jeu, je crois. On est à on est bientôt au 1. On est bientôt au 2.0 pour ceux qui se posent la question, donc ça remonte assez loin. Et tout simplement, c'était un mode dont le principe était que l'Angleterre était la maîtresse des mers, et la France était restée à la dynastie des Bourbons. La Révolution française a été un échec. Dans ce monde-là, du coup, les colonies sont restées telles quelles, elles n'ont pas bougé durant les années 30, et du coup, l'Amérique a été colonisée. Vous avez l'Amérique dirigée par le Royaume-Uni, et vous avez l'Amérique dirigée par la France, qui est la Louisiane du coup. Et ce qui est rigolo, c'est que le gouverneur de la Louisiane dans ce monde-là, c'est Charles de Gaulle. Et je peux vous assurer que j'ai fait énormément de games où je jouais justement Charles de Gaulle pour la Louisiane. Mais une des grandes particularités du mode, c'est qu'il avait un excellent focus tree pour la France, et surtout qu'il arrivait à te mettre de la tension et du stress pour jouer la France. En gros, la France de la dynastie des Bourbons, c'est une démocratie, mais l'héritier se fait assassiner à un moment. Et tout simplement, vous avez donc le choix entre soit mettre un centriste, soit mettre l'extrême droite de... Comment il s'appelle déjà de Philippe Pétain, soit vous mettez l'extrême gauche de Maurice Thorez. Et en fait, il n'y a qu'un seul et unique choix qui vous permettra au pays de conserver sa stabilité. Et du coup, je vous le donnerai juste après. Mais en gros, si vous choisissez les communistes, donc l'extrême gauche de Maurice Thorez, ça part complètement en couille. Si vous choisissez l'extrême droite de Philippe Pétain, ça partira encore plus en cacahuète. Et il y aura une révolution, dans tous les cas, la grande révolution française. Et vous perdrez toutes vos colonies, ça peut être un gros souci pour jouer votre partie. Mais du coup, si vous voulez votre
si un jour vous retombez sur ce mode, je crois qu'il existe un lien quelque part, si ça vous... je mettrai ça dans les descriptions. Si vous voulez jouer la France et que vous ne voulez pas avoir d'emmerde, voici donc mon manuel. Vous devez du coup faire gagner les centristes, donc la démocratie. Et surtout, très important, vous devez mettre dans le gouvernement Maurice Thorez. Et ensuite, il y aura une révolte dans la commune de Paris. Et en fait, cette révolte, si vous devez envoyer Maurice Thorez pour simplement calmer cette révolte. Et si il se fait assassiner dans un choix sur deux, je crois, enfin dans une chance sur deux, la révolution commence. Et si il parvient à calmer la commune, et vous avez de la chance tout simplement, et vous avez évité la guerre civile. Donc c'est vraiment très stressant comme mode, parce que quand vous jouez la France, du coup vous savez jamais vraiment qu'est-ce que vous devez faire. Après, il y a d'autres focus très sympathiques comme l'Autriche qui permet de mettre au pouvoir Adolf Hitler, très sympa. L'Allemagne n'était pas terminée dans mes souvenirs. L'Angleterre était évidemment très sympathique, mais je joue pas trop l'Angleterre moi sur Heart of Iron. La Russie, j'en ai aucun souvenir, et la Chine et le Japon étaient assez bloqués. Donc si je mets ce mode en 6ème place, c'est parce que il m'avait rapporté de très bons souvenirs quand j'y jouais pour la première fois. Et tout simplement, j'attendais qu'il y ait des suites à Pax Britannica, mais malheureusement ce n'est pas arrivé. Voilà. Donc il mérite sa 6ème place. Numéro 5, Fatherland de Kaiser Team, pardon. Alors si je précise son nom, c'est pour un détail très important dont on reviendra dans la vidéo. Et Fatherland, ou Fatherland 1964, si je dis pas de bêtises, je mettrai ça ici, j'afficherai sur l'écran. Fatherland 1964, donc c'est un mode qui a été créé par Kaiser, et c'est un mode qui est particularité adapté d'un roman de Robert Harris. Bon, d'accord, il s'inspire aussi du téléfilm sorti dans les années 90, mais il est basé sur un roman, et j'avais trouvé que l'idée était assez intéressante, surtout qu'en plus, c'était pas un univers qui était très connu, mais quand je parle de romans uchroniques, on me dit directement Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic, ou d'autres romans, mais pas celui-là, du coup, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, mais je pensais surtout au Maître du Haut Château, non, ça reviendra, ça viendra. Et du coup, l'histoire de Fatherland de Robert Harris, je vais vous la lire. Nous sommes à Berlin en 1964, oui, je lis directement le résumé, je fais ce que je veux. Les forces de l'Axe ont gagné la guerre, la paix nazie règne sur l'Europe, l'Amérique a refusé le joug, mais dans quelques jours, le président Kennedy, Joseph, attention, le père, viendra conclure une alliance avec le Reich. Ce sera la fin du monde libre. Et donc, sous cette intrigue dystopique, en gros, il y a un mec qui s'appelle Xavier March, qui est un officier de la... je sais pas si c'est marqué là, un inspecteur de la Kripo, donc la Kriminalpolizei, je mets ça comme ça, vous pouvez voir, qui en gros va enquêter sur la disparition de plusieurs nazis et hauts dignitaires nazis, et il va découvrir qu'ils sont tous liés à une conférence qui a été tenue en 1942 et qui concerne l'extinction du peuple juif. J'en dis bien évidemment pas plus, c'est un roman policier sympathique. Je suis pas très fan de romans policiers, de base je l'ai pas terminé ce bouquin, mais je l'ai trouvé assez sympathique. Donc si ça peut vous intéresser, bien sûr, lisez-le, il est pas spécialement long, mais il est pas spécialement court, c'est un bon livre de poche sympathique. Et du coup, le mode nous adapte ça. Donc en gros, nous sommes en 1964, les nazis mènent toujours une guérilla offensive contre l'URSS, et ils ont envahi l'Europe. Voilà, ça c'est la base, sauf la Suisse, il me semble, et l'Espagne. Et il y a une guerre froide entre l'Allemagne et les États-Unis. Et pendant ce temps-là, en fait, soit vous jouez l'Allemagne, soit vous jouez les États-Unis, mais vous pouvez aussi jouer l'URSS et la Chine, maintenant que j'y pense. Et en gros, ce que vous pouvez faire à partir de ce moment-là, c'est qu'avec l'Allemagne, vous pouvez terrasser l'URSS et bâtir ce qu'on appelle des Reichskommissariats. Donc ce sont littéralement des états fantoches de l'ancienne Union soviétique à votre solde. Et après ça, vous devez régler la solution de qui va succéder à Adolf Hitler, parce qu'évidemment Adolf Hitler meurt. Et du coup, vous devez régler la solution. Vous aviez dans mes souvenirs Goebbels, Ribbentrop, Bormann, c'était les trois qui me reviennent le plus, et le mieux vraiment, le plus clean, c'était Ribbentrop. Et après ça, eh bien, vous aviez justement une affaire judiciaire qui a lieu en plein dans la partie. Et du coup, si vous choisissez d'en avoir rien à foutre de cette affaire judiciaire, ça va avoir des répercussions. Sur votre partie, vous allez avoir des malus, des personnalités qui vont disparaître les unes après les autres. Et au contraire, si vous cherchez absolument à savoir, vous allez découvrir grâce à l'aide de Xavier March, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des dignitaires nazis qui meurent les uns après les autres. Et après vous aviez un gigantesque event, donc un événement dans le jeu, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui vous disait tout simplement
que vous avez trouvé le bon vieux criminel. Voilà, qui est à l'origine de tout ça et pourquoi. Si vous jouiez, putain c'est chiant le français quand même, si vous jouiez les États-Unis, vous aviez à éviter une guerre civile et vous pouviez choisir votre président, que ce soit Nixon, que ce soit quelqu'un un peu plus de républicain, etc. etc. Je suis pas sûr qu'il y ait de MacArthur maintenant que j'y pense. Le Canada était joué par Winston Churchill, je m'en souviens, et il y avait la France libre du général de Gaulle en Afrique. Ce sont à peu près toutes les raisons pour lesquelles j'aimais le mode, et j'ai failli parler, j'ai oublié l'Union soviétique. L'Union soviétique, en fait, si vous étiez suffisamment puissant, et surtout très très bon à HOI, pas mon cas, hein, vous pouviez faire reculer les forces de l'Axe et aller les envahir. Et du coup, une fois que vous aviez vaincu les forces de l'Axe, vous pourrez les récupérer rien que pour vous. Et du coup, vous aviez littéralement l'Europe à votre porte. Par contre, si vous faisiez péter la gueule, la Chine vous prenait comme un fantoche. Comme ce qu'on appelle un puppet dans Heart of Iron 4. C'est tout simplement, une puppet ça veut dire une marionnette. Donc en gros, vous étiez la marionnette d'un autre pays. Et vous étiez la marionnette de la Chine, ce qui est du la chier. Un autre truc que moi j'adorais sur ce mode, c'était la conquête spatiale. Chaque pays avait un focus, comment on appelle ça déjà, des technologies qui permettaient de tout simplement développer le processus spatial. Et en fait, il était très abouti ce truc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous envoyez, que vous atteigniez une certaine technologie, et du coup vous pouviez, vous aviez directement un event qui disait que vous aviez été le premier à avoir fait ça. Et si par exemple quelqu'un vous a devancé dans la course, et bien c'était cette personne-là qui va vous concurrencer. Alors bien évidemment la conquête spatiale ça concernait les États-Unis et l'Allemagne, mais il y avait aussi l'Italie. L'URSS un petit peu moins parce qu'il fallait vraiment leur péter les genoux pour avoir tout ça, mais ça concernait l'Inde aussi qui devenait indépendante dans ce monde, et dans mes souvenirs je crois que Rudolf Hess dirigeait l'Angleterre, je suis pas sûr, mais dans des souvenirs je pense que c'était ça, ou alors c'était Man in the Head Castle le mode, je sais plus, bref, et ça allait très très loin parce qu'il y avait carrément jusqu'à installer des bases martiennes nazies, et vraiment c'était le pied absolu de faire ce genre de choses, et du coup Fatherland 1964, le mode du coup, était un mode excellent, même s'il avait quelques petits bugs par-ci par-là, mais s'il est aussi loin dans ce top, c'est parce qu'il n'a plus été mis à jour depuis un certain moment, comme avec Pax Britannica, et avant même de vous parler de comment jouer au mode aujourd'hui, je vais devoir vous faire une petite annonce du coup. Le créateur de ce mode, donc Kaiser, tout simplement a cessé de donner de nouvelles à partir de novembre 2019, si je dis pas de bêtises. Ou un peu avant, et tout simplement un jour son cousin est venu prévenir la plupart des modeurs sur les discords consacrés au mode HOI, et en fait son cousin Sam était venu nous dire qu'il était décédé dans un accident de voiture. Voilà. Et il avait créé un autre mode aussi qui s'appelle Red World et qui n'est pas dans ce top là parce que j'y ai pas assez joué. Je me souviens juste que Jean-Luc Mélenchon dirigeait la France, c'était rigolo. Red World, donc le monde rouge, et communiste, et tout simplement c'est une nouvelle qui m'avait fait un peu mal parce que justement j'attendais la suite du mode Fatherland, et de savoir qu'il n'y aura jamais de suite, ça me rend un peu triste parce que du coup deuxième nouvelle, il n'est plus accessible via d'anciennes versions du jeu, Fatherland. Et tout simplement ça me fait un peu chier parce que du coup quand je dis ouais ayez une pensée pour ce mec qui a développé des mods sur HOI, on ne peut plus jouer à ces mods, surtout jouer à ce mode Fatherland qui selon moi était son mode qui pour moi était le plus le plus fait avec passion. Après j'ai vraiment pas testé Red War donc je pourrais pas savoir. Mais franchement, Fatherland était tellement fait avec beaucoup de respect par rapport à l'œuvre d'origine que moi personnellement ça m'avait beaucoup touché de voir autant de passion mise dans un seul bouquin. Et tout simplement ça m'attriste, tout simplement. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Et par contre, il existe une autre version de Fatherland, putain je vais y arriver, de Fatherland. Je sais pas s'il a été mis sur le... s'il a directement travaillé sur ce mode là, mais une deuxième version de Fatherland 1964 avec des focus trees, donc c'est un arbre qui permet de choisir ses événements, qui est sorti en 2018 je crois, et je sais pas s'il était lié de près ou de loin à ce mode là, je sais plus, mais je sais qu'à un moment ils avaient eu des gros problèmes de modération, surtout de modeurs, en fait ils cherchaient des codeurs pour pouvoir travailler, et au bout d'un moment ils ont fini par abandonner, ce qui est bien dommage parce que putain qu'est-ce que j'aimais ce mode, qu'est-ce que j'aime cet univers Fatherland, c'est un univers qui est dystopique, et franchement c'est juste le pied. Même si j'ai pas terminé le bouquin, croyez-moi, je vais essayer je vais le finir juste pour
À la mémoire de ce bon vieux Kaiser, rest in peace mon grand. Allez, numéro 4. On va parler de choses un peu plus positives avec un ex-aequo. Ouais, je suis désolé, j'ai mis ces deux en ex-aequo parce que selon moi, ils avaient à peu près le même principe. C'est-à-dire un bordel général, voilà. Ces deux modes, c'est Après moi le déluge et Random Country Placement. Alors du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre les deux? Parce que Random Country Placement, il ressemble plus à un mode sans scénario qu'à autre chose. Random Country Placement, je crois que c'est le mode le plus explicite possible. Vous avez littéralement des pays qui sont placés totalement au hasard sur la carte, et vous aviez des trucs complètement débiles, genre par exemple l'Allemagne qui était sur l'île de la Réunion, ou la France qui dirigeait la Russie, voilà, enfin, qui était à côté de la Russie, quoi. Et vraiment, c'était un mode, mais qui me faisait péter des barres, et c'est un excellent mode si vous voulez jouer en multijoueur. C'est le pied absolu pour pouvoir s'amuser et foutre le bordel. C'est même mieux que Civilisation, parce que c'est encore plus stupide qu'un Civilisation, et c'est vraiment basé sur le foutage de gueule général, sur le bordel atomique, et c'est vraiment le fun ultime à jouer. Et en plus, c'est un truc qui me faisait beaucoup barrer, c'est que quand vous jouiez l'Allemagne, et que vous deveniez fasciste, eh bien Hitler apparaissait grâce à un portail dimensionnel. Il débarquait dans cette réalité alternative et il disait: les gars, j'ai besoin du pouvoir, est-ce que vous pouvez me le donner s'il vous plaît? La news c'était: un homme étrange demande le pouvoir. Et ça me faisait juste péter des barres à chaque fois, genre quand Hitler revient directement dans la partie pour pouvoir foutre le bordel à l'URSS qui est dirigé par un noir. C'est à mourir de rire ce mode. Random Country Placement, c'est le bordel ultime, c'est le foutage de gueule général, mais qu'est-ce qu'on s'éclate, vraiment. Et le deuxième mode, c'est Après moi le déluge. Après moi le déluge, c'est un mode qui a un scénario pour le coup. Le scénario, pour résumer, Napoléon a réussi à étendre son empire sur l'Europe, mais il s'est retrouvé confronté face à la Grande Russie. Une guerre a éclaté entre les deux, et tout simplement, l'Europe a complètement explosé. Mais la France est restée maîtresse de ses... comment on appelle ça déjà ? De ses colonies, et du coup, elle a pu récupérer un petit peu par là, notamment les grosses colonies africaines, elle a pu se concentrer là-dedans, et la France dirige à peu près toutes les colonies africaines. L'Australie est coupée en deux, je crois, ou alors attendez, j'ai un doute, c'était sur Pax Britannica, non, Pax Britannica était coupée en deux, vous aviez d'un côté l'Australie qui était dirigée par François Darlan, et l'autre côté, l'Australie qui était dirigée par les Anglais, j'ai eu un gros doute, excusez-moi. Et après moi, le déluge, du coup, c'est un mode où, pour tous les pays du monde, vous aviez un dirigeant qui représentait la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi un personnage historique. Par exemple, pour la Finlande, vous aviez Carl Gustaf Emil Mannerheim. Pour la Belgique, vous aviez Léon de Grelle. Pour la France, vous aviez Napoléon. Pour l'Angleterre, vous avez soit Neville Chamberlain, soit Édouard VIII. Pour les États-Unis, alors les États-Unis, dans ce monde-là, ils sont coupés en trois parties. Vous aviez les territoires des plaines. Vous aviez la Louisiane qui en fait a été récupérée par les Bourbons dans ce monde-là. Donc en gros, le trône de France est ici. Et si vous jouiez la France, tout simplement des Bourbons, de la Louisiane en fait, et que vous réenvahissez la France, du coup vous pouvez réclamer le trône de France, et c'était juste génial. Les États-Unis en fait, c'est devenu c'est une monarchie américaine. Qui est dirigée par un mec qui s'appelle John Armford, un truc comme ça. Et en fait, tout simplement, vous pouviez envahir les autres États. Tout simplement vous bâtissiez ensuite les États-Unis d'Amérique. Vous pouviez devenir une démocratie, bien évidemment. Et il y avait surtout, en plus du roi, le roi John II, c'est ça, John II Hamilton, ouais, c'est bon, je l'ai dans la tête. Et en fait, John II, soit il pouvait revenir sur place, soit il pouvait venir, soit il était remplacé par un mec qui s'appelle Huey Long, qui est un mec assez sympathique et qui est bien représenté dans Kaiser Reich comme étant un peu, pas forcément un méchant, mais quelqu'un d'assez... c'est quoi le mot? Réactionnaire, c'est ça. Pour l'Allemagne, alors l'Allemagne c'est le festival. L'Allemagne, elle était coupée en 4 parties. Il y avait l'Autriche qui pouvait revendiquer le trône de l'Allemagne, qui pouvait revendiquer l'Allemagne et qui pouvait devenir fasciste grâce à Adolf Hitler. Adolf Hitler qui prend le pouvoir à un moment, c'est très drôle. Vous aviez les communistes, vous aviez je fais un don déguisé. L'Allemagne, comment on appelle ça déjà, la Bavière, qui en gros pouvait rejoindre la France, et qui était je crois que c'était le roi de Westphalie qui le dirige. Je sais plus, enfin bref, c'était une royauté quoi, et vous aviez plein de généraux pour ce pays, je m'en souviens. Ou alors vous aviez le Reich allemand qui dirige, le Teutonic Reich, qui dirige la capitale Berlin. Et grâce à ça, en fait, vous pouviez envahir tout le reste. Et il était dirigé par au début August von Mackensen, je sais plus, pardon. Et ensuite le prétendant au trône, c'était soit Werner von Blomberg, soit c'était Reinhard Heydrich, un mec très sympathique. Et la Pologne était un pays fasciste, et c'est l'équivalent de l'Allemagne nazie dans ce monde-là. Et la Russie, c'est encore autre chose, est encore sous le joug des tsars,
et Rasputin est encore un ministre intéressant. Ouf! Donc c'est un mode très cool, vraiment fun à jouer si vous êtes aficionados d'histoire, que vous aimez bien les univers alternatifs. C'est le feu de Dieu, vous aviez absolument tout dans ce mode, et il est encore jouable, donc je vous conseille, donc avec Random Country Placement, d'y jouer absolument. C'est des barres absolues ce mode, vous allez vous régaler, voilà. Gorgée de Volvic. Et numéro 3, parce qu'il faut aller vite, c'est Kaiserreich, première version. Oh! Pourquoi première version alors que les autres sont tellement mieux? Non, 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 non. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 versions à Kaiserreich. Il y a la toute première version dont je vais vous parler. Il y a la seconde version qu'on peut trouver sur internet qui est la version Old, et qui est en 1.5.3 je crois. Et vous aviez la toute dernière version. Vous avez la toute dernière version, pardon, qui est disponible sur internet et qui est modifiée de temps en temps. La toute première version de Kaiserreich, elle avait des trucs qui, moi, personnellement, me faisaient grave kiffer et qui ont totalement disparu. Par exemple, en Albanie, le roi Zog qui peut se sacrer roi, enfin qui pouvait se sacrer roi alors qu'il était Premier ministre, alors que juste avant c'était dirigé par un mec qui est par un descendant du trône d'Allemagne, je crois, Vivid Ier, je crois, et du coup il pouvait prendre le pouvoir. Moi j'adorais ça, même s'il n'y avait pas de focus tree. Et il y avait aussi un truc très simple qui était plutôt stylé, c'est que l'Italie était coupée en deux. Vous aviez l'Italie du Nord qui était dirigée par les communistes, et en bas vous avez l'Italie du Sud qui était dirigée par le pape. Et en fait, le pape, une fois qu'il était, qu'il y a eu le pape, je crois que c'est Pius XII, je sais plus, le pape de l'époque qui était mort, bah du coup il y en avait un autre qui prenait le pouvoir, et s'il était un peu plus démocratique, ce pape, il pouvait restaurer la monarchie et rejoindre l'entente. Pour ceux qui connaissent pas le scénario de Kaiserreich, même si ça me paraît quand même assez invraisemblable, surtout si vous avez vu ma vidéo, le principe de Kaiserreich, c'est que l'Allemagne a gagné la première guerre mondiale dans ce monde, que l'Union soviétique n'a jamais existé, enfin si elle a existé mais la révolution a été remportée par les Blancs, et la France et l'Angleterre ont vécu des révoltes communistes, et la couronne d'Angleterre s'est réfugiée au Canada, et la République française s'est réfugiée en Algérie. Voilà, ça c'est le mode de base. Et d'autres trucs que j'appréciais aussi, notamment le focus tree de la Russie, qui était certes bordélique, mais qui permettait des choses un peu plus stylées, comme par exemple la succession de Dmitri Pavlovitch Romanov, une fois qu'il était mis en tant qu'empereur, en tant que tsar même, je dirais, et ben en fait vous pouviez directement mettre son fils au pouvoir, et de ce que j'ai cru comprendre, parce que je suis jamais allé jusqu'aussi loin, si le fils, une fois qu'il est mis au pouvoir et qu'il y a eu la régence et tout, il atteint un certain âge, il peut se marier avec Elisabeth II. Je suis pas sûr de ça, à vérifier, mais j'avais vu ça sur Reddit. Et du coup, ensuite, un autre truc vraiment stylé aussi, et ça se retrouve dans la deuxième version de Kaiserreich, c'est que vous aviez l'Empire français. Et oui, parce que peut-être que vous ne savez pas si vous débarquez tout simplement sur Kaiserreich aujourd'hui, mais pendant un temps, vous pouviez restaurer l'Empire français sur Kaiserreich en Algérie, en fait. Et il était sacré à Notre-Dame d'Alger, si je dis pas bêtise. Enfin, je crois que c'était ça, Notre-Dame d'Alger. Et tout simplement, ensuite, vous pouvez choisir si c'était une démocratie ou pas, enfin une monarchie constitutionnelle ou pas, puis ensuite vous repreniez l'Allemagne, pardon, la France communiste, et vous la récupérez à vous. En bref, c'était vraiment quelque chose de très très fun avant Kaiserreich. Et puis, depuis qu'il y a eu la mise à jour et qu'ils ont retiré l'Empire français, qu'ils ont retiré Zog, qui peut devenir roi, même si il reste toujours, il peut toujours être... je pense que c'est quand vous aviez l'Autriche qui a envahi le pays et que l'Autriche est social-conservatrice, vous l'aviez en tant que président ultime du pays. Enfin, c'est vraiment très très précis quoi à avoir, et c'est un peu chiant. Du coup, bah, l'avoir en tant que roi, moi ça me faisait grave plaisir. Et bah tout simplement ça a disparu dans ces versions là, et pour moi Kaiserreich c'est un des meilleurs modes de Heart of Iron, parce que c'est tout simplement un des modes qui a eu le plus de boulot, le plus de travail, qui est encore régulièrement aujourd'hui tout simplement mis à jour, mais je trouve quand même que, c'est mon côté, mon côté c'était mieux avant, je trouve que les premières versions de Kaiserreich avaient plus de potentiel que juste celle-ci. Là maintenant l'Italie elle est coupée en 3 parties, vous avez le pape, les royaumes des deux Siciles, les communistes, bah, du coup c'est plus de 2 parties, et la Sardaigne qui peut revendiquer le trône tout simplement d'Italie. Par contre la reconquête de l'Italie et la Yougoslavie dans Kaiserreich, c'est vraiment c'est vraiment génialissime. On est bien d'accord, dans les dernières versions. Mais je préfère quand même les premières versions pour les petits détails comme ça qui, moi, personnellement, me faisaient grave plaisir. Deuxième mode, on approche bientôt de la fin, c'est Yojo Senki Redux. Et j'ai bien dit Redux parce que si vous cherchez sur internet un mode qui est basé sur le manga de Shikatojo,
ou de Carlosen, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Carlosen, c'est ça, qui est basé sur le light novel de Carlosen ou l'animé ou le manga. Et bien du coup vous allez tomber sur plein de modes différents. Et en fait, bah du coup le plus abouti actuellement, c'est Yojo Senki Redux. Il y a aussi une version japonaise, mais j'ai jamais pu le faire tourner. Yojo Senki Redux, ça nous raconte du coup le concept du manga Yojo Senki, à savoir que dans ce monde-là, on est dans les années 20 et l'Allemagne s'apprête à faire la première guerre mondiale contre... Enfin, l'Allemagne qui s'appelle l'Empire s'apprête à affronter la République François contre les forces légadoniennes qui sont la Scandinavie. Et évidemment, vu que c'est un truc japonais, les noms sont totalement modifiés. Vous avez le général de Gaulle qui s'appelle Lego dans ce monde-là. Et tout simplement, c'est un mode qui est assez coloré. Tous les personnages évidemment qui sont représentés dans ce monde-là sont des personnages d'animé, qui sont canons ou pas. Vous aviez Staline, vous aviez De Gaulle, et je crois que c'est à peu près tout pour les personnages historiques. Vous aviez évidemment tous les généraux que vous voyez dans la série. Il y a Zetour, il y a Oula putain, comment il s'appelle celui-là avec la grosse moustache là, dont j'ai oublié le nom. Bah, c'est pas grave, Kurstendorf, je crois, un truc comme ça. Vous avez Zetour, voilà quoi, donc c'est vraiment les généraux qui reviennent le plus dans l'animé. Et bien sûr, vous aviez Tania Degurechev, putain, honte à moi, qui apparaît dans ce mode-là, un peu plus tard par contre. Et surtout, moi, si j'en parle de ce mode, c'est déjà parce qu'il est basé sur un de mes mangas préférés, mais surtout parce que j'ai pu voir de l'intérieur comment fonctionnait le mode, parce que tout simplement j'ai pu pas travailler, attention, hein, faut pas me donner ce que je ne sais pas faire, je sais pas coder par exemple, mais j'ai pu voir un petit peu comment était conçu le mode et les avancements au fur et à mesure, que ce soit le focus tree de la Roumanie, de l'Empire, de la France, de l'Egadonia. Et c'était grâce à une personne qui s'appelle May, donc au passage je te salue, hein, ça fait longtemps qu'on se connaît, et j'ai jamais pu te faire un salut directement en vidéo. Et en fait c'est grâce à ça du coup que j'ai pu voir comment s'avançait le mode, et j'étais un petit peu derrière l'équipe à regarder comment ça se passait. C'était sympathique, voilà, le mode Yojo Senki Redux, je le mets en deuxième parce qu'il a une place très particulière dans mon cœur, c'est comme ça que je t'ai rencontré, May notamment, mais aussi parce que c'était un des premiers modes que j'ai pu essayer sur Heart of Iron, que je voulais absolument essayer. Donc voilà, c'est un petit peu, vous savez, les premières fois tout Yojo Senki, même si c'est pas parfait, vous êtes obligé de reconnaître que c'était quelque chose de bien, et surtout ça a une place particulière chez vous. Donc c'est pour ça que moi je mets Yojo Senki Redux à la deuxième place. Après, pour ce qui est des focus tree, la France pouvait soit devenir communiste, soit devenir quelque chose d'un peu plus... Enfin, c'était vraiment très fidèle à la France des années 30. Pour l'Empire, soit c'était une monarchie, soit c'est une démocratie, soit c'est une démocratie un peu vénère à la allemande, quoi, on va dire, à la conservatiste, qui veut former justement une Union Européenne, soit c'est vraiment un truc communiste, j'ai jamais pu essayer ça. Et ensuite, vous aviez, si je dis pas connu, la Roumanie pas. Par contre, c'est un peu compliqué à jouer parce qu'il y a souvent des révoltes et c'est un peu le bordel. Les Suédois, alors ce que j'aime bien dans les Gadonia, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont respecté un truc qui était fondamental dans le manga, c'est que les élections des années 20, je crois, pour les Gadoniens en fait ont mis au pouvoir des mecs d'extrême droite et conservateurs, et ce qui fait qu'ils se retrouvent malgré eux dans la guerre avec l'Empire, parce que justement ils sont assez vénères, ils ont envie de leur péter les genoux, et ça c'est inclus dans le mode, soit vous êtes sympa avec l'Empire, soit vous décidiez d'être très méchant contre eux, enfin d'être hostile envers eux, pardon, on va parler en langage militaire, mais vous restez toujours en démocratie, donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Yojo Senki Redux, c'est un mode qui rétrospectivement n'est pas extraordinaire et ne marquera pas l'histoire, mais pour moi c'est un de mes modes préférés parce que je considère qu'il m'a apporté énormément de choses et c'était un de mes premiers modes. Et on en arrive du coup au premier mode, mais juste avant on va faire comme les meilleurs les meilleurs tops sur internet, on va faire des outsiders, donc spécial dédicace à Watchmojo et Lama Fâché. En outsider nous avons Thousand Week of Reich. Thousand Week of Reich c'est un mode qui est assez récent, rétrospectivement, parce que je crois qu'il a même pas un an. Et en gros, Thousand Week of Reich, c'est à peu près le même principe que Fatherland 1964, c'est que dans ce monde-là, l'Allemagne a terminé la Deuxième Guerre mondiale beaucoup plus tôt que prévu, et surtout, ils ont fait une paix d'honneur avec les Anglais, la paix d'Amiens. Et ils ont pu libérer l'armée française qui était à Dunkerque. Et en fait, il n'y a pas eu de Deuxième Guerre mondiale, c'est juste, je crois qu'ils appellent la Short War, la guerre très courte.
et tout simplement en fait bah, l'Allemagne s'est concentrée sur l'Union soviétique, elle leur a pété les genoux, et en fait il n'y a pas eu de grande, il n'y a pas eu un sentiment de comment on pourrait appeler ça, d'humiliation par rapport aux autres peuples, il n'y a pas eu des millions de morts. Par contre les États-Unis ont terrassé le Japon, comme dans Fatherland, et bah, tout simplement c'est très très cool à voir, parce que dans ce monde-là, ce n'est pas Dwight Eisenhower dans les années 50 qui convoite le, j'allais dire le trône, mais le fauteuil de président à la Maison Blanche, c'est Douglas MacArthur, puisque c'est lui qui a pété les genoux aux Japonais, comme vous l'aviez vu dans ma vidéo sur ma vidéo sur Douglas MacArthur. La partie 3 arrivera un jour, ne vous en faites pas. Et donc bah, le mode Thousand Week of Reich adapte ça, et donc vous pouvez bien évidemment mettre Douglas MacArthur en tant que président des États-Unis. Je n'ai pas fait ça bien sûr. L'Allemagne aussi est vraiment très très bien faite dans ce monde-là. Il y a tout un tas de complots et de conspirations autour de l'Allemagne, un peu comme pour Fatherland mais en beaucoup plus poussé. Il peut y avoir une guerre civile par exemple, et si cette guerre civile pète complètement les plombs à tout le monde, les alliés peuvent intervenir et rétablir la démocratie en Allemagne et en Europe. La France, il y a deux France en fait. Vous avez la France, l'ancienne France de Vichy, qui a plein de choix différents. Par exemple, il peut y avoir une deuxième révolution française qui met au pouvoir un mec qui s'appelle Henri Freinet, qui est un résistant notoire. Soit ça devient un truc encore plus fasciste, soit ça devient un truc communiste, et vraiment vous avez plein de choix. Et vous aviez les anciennes colonies françaises qui sont administrées par l'Angleterre, qui peuvent redevenir indépendantes si Charles de Gaulle obtient la majorité au suffrage dans ces régions-là. Donc c'est vraiment génial. La Chine aussi, chose très importante, la Chine n'a jamais été facile, ils sont devenus communistes, mais ils ont gagné la guerre civile contre les communistes, et dans ce moment-là, les nationalistes chinois, dirigés par Chiang Kai-shek, dirigent la Chine. Et du coup, il y a plein de choix possibles, vous pouvez vous débarrasser de Chiang Kai-shek, et il y a, au début du jeu, vous pouvez attaquer le Vietnam pour se débarrasser d'Ho Chi Minh, ancienne colonie française qui a complètement pété, et je trouvais que c'était vraiment génial. Et en plus, le mode a une grande particularité, ouais, j'en joue toujours des c'est qu'il est très très beau, il tourne sur le mode Darkest Tower, qui est un des meilleurs modes de Heart of Iron, de manière générale, hein, parce que il date quand même de certains... C'est comme Kaiser Reich, c'est un vieux mode, il date pas de Heart of Iron 4, il date du 2 je crois. Et donc 2004-2005 quoi. Et donc bah, tout simplement c'est un véritable plaisir Thousand Week of Reich, mais j'ai pas assez testé de pays pour pouvoir vraiment juger s'il est vraiment exceptionnel ou pas. Et je l'ai désinstallé, preuve que je m'y attarde pas trop. Mais il est très intéressant, Thousand Week of Reich, si ça vous intéresse. C'est, pour ceux qui ne peuvent plus jouer à Fatherland, le nouveau Fatherland 1964. C'est le descendant direct. Voilà. En Outsider, on a aussi le mode Old War Blues, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne parle pas d'océan lointain. Vous êtes con, ma parole. Non, c'est tout simplement un mode sur Fallout qui reprend le concept de Fallout New Vegas, à savoir qu'il y a une république californienne et qu'il y a tout autour des pays qui convoitent sa puissance. Je n'ai vraiment pas assez essayé ce mode pour pouvoir le juger, donc je le mets en Outsider parce qu'il y a vraiment toute une équipe derrière qui se casse le cul à faire un très très bon mode, mais moi je suis pas du tout rentré dedans, je suis désolé, parce que je suis pas fan de Fallout de base. Il faudrait vraiment que je réessaie, que je donne sa chance en fait à New Vegas. Dernier Outsider, End of a New Beginning. Alors le concept du mode est absolument gigantesque. En gros, ça commence en 1857 et ça s'arrête en 2050. Voilà, vous avez 2 siècles de jeux entiers qui ont été conçus spécialement pour que vous puissiez y jouer. Donc ça commence à l'époque de Napoléon III. Et ça s'arrête dans les années 2050, donc une époque qu'on ne connaît pas encore, le futur quoi. Et je vais être très honnête avec vous, le mode est beaucoup trop ambitieux, et tout simplement j'ai jamais réussi à le faire tourner correctement sur mon PC. Vous pouvez essayer l'ancienne version du jeu Outtade, je connais pas du tout le terme anglais, Out, voilà, donc voilà quoi. Vous pouvez tester cette version parce que c'est honnêtement une des plus jouables, mais elle est totalement buggée. Et par exemple, vous commencez directement la partie, vous êtes en guerre contre la Chine, vous devez leur péter les genoux. Si vous êtes la France ou l'Angleterre. Honnêtement, ça m'a saoulé d'essayer ça. Du coup, j'ai voulu essayer la nouvelle version. Et alors, putain, déjà ce vieux PC de merde là qui arrive même pas à me faire tourner correctement Kaiser Reich. J'ai essayé de faire tourner End of a New Beginning et ça n'a pas marché. Du coup j'ai été obligé de le baisser les graphismes à fond et j'ai clairement pas profité de l'expérience et ça a été nul à chier. Mais du coup il y a eu un point positif sur ce mode, c'est que de ma frustration de ne pas pouvoir jouer Napoléon III, j'ai voulu me renseigner sur ce petit bonhomme et ça va me motiver à faire la vidéo sur Napoléon III. Donc comme quoi toute bonne chose a une fin et surtout à toute mauvaise action a une bonne répercussion. Je connais pas le bon terme, ça va me revenir.
Il faut voir le positif de tous les côtés, mais c'est même pas une expression, mais bref, vous avez compris. Donc voilà, c'était les Outsiders. On passe du coup au mode numéro 1 de mon mode préféré sur Heart of Iron 4. C'est le mode... c'est le mode Equestria at War qui se déroule dans le monde de My Little Pony. Alors là, déjà, vous allez me dire, attends, quoi, le mode de My Little Pony? Qu'est-ce que tu nous racontes, Guy? Qu'est-ce que tu nous balances? Et ben en fait, c'est une équipe de brownies, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un brownie, j'ai déjà fait tout un live dessus. Ce sont tout simplement des fans de My Little Pony qui sont des adultes. Et ils se sont dit, on va faire un mode sur ce jeu Heart of Iron 4. Et c'est le mode le plus puissant, abouti et à fond qui fonctionne le mieux sur Heart of Iron. Voilà, c'est le plus complet possible. Vous avez littéralement toute la série qui est adaptée, tous les épisodes, tout est inclus dedans. Il y a notamment des passages assez rigolos comme... Oula, je fais bouger la caméra. Désolé au passage si ça bouge un peu, c'est parce qu'en fait, avec le fil qui est juste ici, vous voyez peut-être pas là, voilà. En fait, ça fait bouger la caméra, voilà, c'est triste. Je peux pas aller plus loin, sinon après ma mise au point est nulle à chier. Et du coup... le mode Equestria at War en fait reprend la trame de la série, mais surtout les événements importants comme par exemple l'épisode où ils sont en train de régler les différends entre les terres peuplées par les bisons, le Yak-Yakakistan, et aussi la... merde, comment on appelle ça? Le royaume du crâne de cristal, non ça c'est Indiana Jones, le royaume de cristal, voilà. Et il y a aussi un royaume dirigé par les communistes qui s'appelle Staliongrad, un pays dirigé par les communistes. Et vous avez un petit pays comme ça qui s'appelle Our Town, et en fait c'est le village de Starlight Glimmer qui est dans merde, comment on appelle ça déjà? Du coup dans la série Our Town, donc pour ceux qui se souviennent pas, c'est l'épisode justement où ils débarquent dans le village de Starlight et où ça pue un peu la merde parce que ça ressemble plus à une secte qu'à un véritable petit pays tranquille. Il y a aussi le royaume des changelins, dirigé par Chrysalis, il y a aussi les pingouins qui ne sont pas canoniques, il y a aussi les griffons qui sont pour le coup canoniques, mais ils ont ajouté un truc intéressant, c'est que l'empire griffon dans My Little Pony en fait il n'est plus, c'est-à-dire qu'en fait les griffons avaient un empereur, il s'appelait Grover, mais il est mort après avoir perdu sa couronne, et il tente de le retrouver pour pouvoir redresser le... Comment on appelle ça déjà? Le flegme briton. Le flegme griffon, mais il n'y arrive pas. Et bien dans cette série, justement, l'empereur Grover meurt au début de la série, et tout simplement, vous pouvez jouer l'Empire et tenter de refaire absolument, récolter absolument tout ce que vous avez, sachant que vous avez d'un côté la République griffonienne et d'un côté l'Empire. Vous avez aussi les colonies d'Equestria qui ne sont pas canons pour le coup, et ce qui est quelque chose de drôle, c'est que vous pouvez mettre au pouvoir un mec qui ressemble beaucoup trop à Mussolini. Il y a aussi les républiques des rivières qui sont en fait un ensemble de pays verts qui sont en gros sous l'autorité de la République des rivières, dans une alliance, pardon. Et en fait, vous pouvez prendre l'avantage sur ces colonies, sur les pays par n'importe lequel. Et il y en a un qui est très intéressant, c'est que je ne me souviens plus de ce pays. Mais en gros, vous pouvez mettre au pouvoir un mec qui s'appelle Visterly Leeward et qui ressemble trait pour trait à Adolf Hitler version poney. C'est du génie. Et vous pouvez récupérer toute la République de la Rivière, c'est un truc qui est gigantesque, genre sur la map, il est gros comme ça quoi. Et une fois que vous l'aviez, vous pouvez envahir absolument tout le reste et péter les genoux à tout le monde, avoir la bombe atomique, balancer des bombes nucléaires sur les poneys, c'est génial. Chose encore plus géniale aussi, vous pouvez bien évidemment changer toutes les trames de la série, changer absolument tous les événements, que ce soit par exemple le retour de Luna qui devient une guerre civile, l'avancée des communistes et de Starlight qui devient une nouvelle guerre civile aussi, les changelins qui gagnent la guerre sur Equestria, et en fait ils adaptent vraiment un truc que j'ai trouvé génial, c'était l'épisode, je sais plus lequel de My Little Pony, c'est la fin de la saison 5, où en fait Starlight va changer, grâce à ses pouvoirs, le continuum espace-temps et va créer des dimensions parallèles où en gros, ce qu'on appelle les Main Six, ne sont jamais parvenus à se former, n'ont jamais obtenu leur marque de beauté en fait, et tout simplement il y a différentes histoires qui ont lieu. Par exemple d'un côté vous avez les changelins qui envahissent la région, d'un côté vous avez... oh putain, alors attends, comment il s'appelle celui-là? Le roi Sombra qui déclenche une guerre à travers tous les pays, et du coup tous les pays doivent s'unir pour pouvoir les envahir. Bref, il manque juste peut-être Discord, et ce mode serait réellement parfait. Il y a tous les personnages de la série, bien évidemment, il y a Twilight, il y a Spike, etc. etc. Et tous ont une capacité en tant que ministre, ou en tant que général. Un autre pays que j'aimais bien aussi, c'était... continental, je sais plus, County of Grivald.
Et en fait, ce truc qui était intéressant, c'est que si vous étiez dans ce pays, que vous attendiez que les... oula, ça tombe, ça tremble, et que vous attendiez en fait que les changelins se fassent péter les genoux, et ben en fait, vous aviez un flux migratoire de changelins qui arrivait dans votre région, et vous aviez des conseillers politiques changelins et des militaires changelins qui rejoignaient votre armée. Et je trouvais ça juste génial, et du coup, il y en a un qui s'appelle Trimel, qui est un copier-coller de Rommel, qui prend le pouvoir, et c'est juste génialissime. Après là, vous avez plein de bonus, et vous pouvez péter les genoux à tous les autres. Il y a aussi des pays qui font penser à la France, comme Skyfall, je crois. Bref, c'est le mode le plus abouti et le plus cool de Heart of Iron qui puisse exister. Il est régulièrement mis à jour et c'est juste le feu de Dieu de pouvoir y jouer. C'est juste, waouh, c'est que des bons souvenirs, le mode Equestria Girl. Pardon, ce mode équestriatoire, pardon. Eh bien, sur cette note très positive, je pense qu'il est temps de mettre fin à cette gorgée de Volvic. C'est un véritable plaisir de vouloir reprendre ce tournage. J'avais déjà fait une première version de cette vidéo, mais malheureusement, elle était beaucoup trop floue pour pouvoir exploiter le truc, donc j'ai fini par abandonner. Et je vous invite bien évidemment à me laisser un petit don sur Tipeee si ça vous intéresse, parce que j'ai créé un petit truc. Pour seulement 3 €, vous pouvez avoir votre nom qui apparaît dans les vidéos. Et moi en attendant, je vais boire une gorgée de Volvic et bien évidemment jouer à Heart of Iron 4 et jouer à tous ces modes que je vous ai proposés, sauf Fatherland et Pax Britannica, peut-être je vais réessayer. Eh bien, ciao tout le monde.